Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire complété d'amendements techniques et de coordination. Je vous remercie. Bon ça y est, c'est fait, François Bayrou a annoncé 2,49.3 pour faire passer sans débat parlementaire le budget. Comme Barnier avant lui, Bayrou prend donc le risque de la censure. Mais comme on dit, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. Et c'est ce bégaiement qu'on va analyser ensemble aujourd'hui. Et on parlera aussi dans cette actu réfractaire de la guerre des IA. C'est parti. Bon alors, Bayrou a déposé ses 49.3 sur le budget. Mais il y a des chances pour que le Premier ministre échappe à la censure. En effet, le Bureau national du Parti socialiste a donné comme consigne à ses députés de ne pas voter la motion de censure déposée par la France insoumise. Ils déposeront néanmoins une autre motion de censure contre la politique migratoire de Bayrou, histoire d'être sûr que le RN ne la vote pas. Oui, alors je vais vous donner déjà la position que nous défendons. Parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est de dire ce qui est en train de se passer. On a un Premier ministre qui vient de déclencher, et c'était prévisible, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer son budget. Depuis plusieurs semaines, nous nous sommes engagés dans des discussions avec le gouvernement pour faire modifier le budget qui avait conduit à la chute de Michel Barnier. Ce n'est pas notre budget. Nous avons d'ailleurs voté contre en commission mixte paritaire. Nous avons voté contre au Sénat. Ce budget n'est pas un bon budget. Pour autant, il faut un budget pour la France. C'est la raison pour laquelle le Parti socialiste a pris une décision, celle de censurer ce gouvernement à l'issue de la procédure budgétaire. C'est-à-dire que nous n'allons pas voter la censure ce mercredi sur le budget, parce qu'il faut un budget pour la France, mais nous déposerons à l'issue une motion de censure parce que nous nous opposons plus largement à ce gouvernement, à ce qu'il représente, à ce qu'il a dit la semaine dernière sur la submersion migratoire, mais plus largement à toutes les remises en cause de l'état de droit, à toutes les remises en cause au niveau européen, du droit social, du droit économique, du devoir de vigilance. Bref, il y a beaucoup de sujets qui nous opposent à ce gouvernement et c'est ce que nous signifierons la semaine prochaine. Voilà, c'est une position qui a bien sûr renforcé les tensions entre le PS et LFI. Concrètement, vous me demandiez comment je déterminerai les socialistes. Un budget, ça détermine qui est dans l'opposition et dans la majorité. Quand il y a 49.3, la seule façon de voter contre le budget, c'est la motion de censure. Ceux qui la voteront seront dans l'opposition, ceux qui ne la voteront pas, de fait, permettront que le budget fonctionne, que le gouvernement fonctionne. Ils seront donc dans un soutien sans participation au gouvernement. Jérôme Guedj, vous entendez Éric Coquerel, vous serez dans un soutien sans participation. Écoutez, c'est Éric Coquerel a parfaitement le droit d'avoir cette lecture-là, mais je vais le dire, je ne suis pas un soutien de ce gouvernement. Simplement, je suis un soutien de mon pays et j'estime qu'il y a besoin d'un budget, même s'il n'est pas totalement satisfaisant. Il dit vous respectez pas les engagements pris devant les électeurs. Mais j'ai pas vu dans les engagements pris devant les électeurs l'idée d'organiser le chaos institutionnel dans le pays. Voilà. C'est génial ça. Non, mais ce n'est pas l'engagement. On a un désaccord, Éric. Vous pensez qu'il faut que le président... Vous avez dit au début, attends, je te dis juste, vous avez dit au début, la première ligne rouge, c'est pas de censure si pas de 49.3. Il y a 49.3, vous le faites pas après, pas de censure si pas d'abrogation. Il n'y a pas d'abrogation. Pas de censure si pas de suspension. Il n'y a pas de suspension. Alors jusqu'où on recule comme ça, etc. Et encore une fois, que le gouvernement essaye de nous faire croire qu'il n'y a pas de budget, c'est son rôle, pour essayer de faire un chantage. Mais on n'est pas forcé de le reprendre. Il y a un budget aujourd'hui qui fonctionne. Le budget de 2024, s'il était appliqué, il serait moins pire même que le budget de 2025 qu'on s'apprête à voter. Jérôme Guedj, donc tout ça, c'est dans parce qu'il y a ce côté totémique de « Ah, on a pris un engagement ». Les Insoumis ont dit « Notre priorité, c'est la destitution du président de la République et sa démission pour organiser une élection présidentielle ». Je n'ai vu nulle part écrit dans le programme du NFP que c'était l'objectif premier que d'organiser une destitution. On peut avoir des désaccords sur la manière de construire notre cheminement politique et tout ça est absolument respectable. Mais ce qui est insupportable, je le dis de plateau en plateau, c'est ce côté donneur de leçons. Nous avons la vérité révélée, vous avez tort, vous êtes des traîtres, etc. Écoute, j'assume, Éric, j'assume ce désaccord. Je sais que tu assumes. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est insupportable, c'est d'entendre des gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont en train de sauver la mise au macronisme à Bayrou. Et côté macroniste, il savoure la victoire et répète globalement ce que dit le PS. Vous me permettrez de dire avec une fausse modestie que sans doute parce qu'il y a eu une censure, parce qu'il y a eu un premier budget qui est quasiment celui qui est présenté aujourd'hui, je
comprends que le PS ait besoin de l'habiller pour dire que ça n'a rien à voir, mais en réalité, c'est à peu près le budget de Michel Il a obtenu Barnier, quelque chose, non, le PS? qui est très peu, des concessions. 5 milliards, 6. Des concessions qui portent essentiellement sur ce qui était indispensable, c'est-à-dire le fait que l'État réduise son train de vie. En gros, le PS, pour ne pas voter la censure, a affaibli notre politique de réduction des finances publiques. Mais c'est une bonne chose qu'il y ait un compromis à la fin. C'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas ne pas avoir de budget et parce qu'il était temps que le PS coupe le cordon avec la France insoumise. Et ça nous donne aussi une autre option politique qui est majeure. C'est que par la position prise par le PS, RN et LFI sont désormais hors d'état de nuire. Jordan Bardella, il a beau jeu de venir expliquer fièrement qu'il ne votera pas la censure, mais en réalité, son vote n'a désormais... que lors de la précédente censure au mois de décembre. Ce qui compte pour nous et ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir regarder les Français dans les yeux en leur disant que dans le contexte très difficile sur le plan institutionnel et politique que nous vivons depuis cet été, qui est du fait, encore une fois, des accords de second tour qui ont été passés entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon et qui ont privé le pays d'une stabilité pendant au moins 1 an, date à laquelle nous pourrions organiser de nouvelles élections législatives, notre volonté, c'est d'arracher des victoires et d'arracher des concessions. Sachant que Bardella, il a tout intérêt à ne pas précipiter la chute de Macron et à ne pas censurer le gouvernement, puisque si Marine Le Pen est condamnée en mars pour emploi fictif, eh ben c'est qui reprendra les rênes du parti et qui sera candidat à la présidentielle? C'est Bibi. Bon, officiellement, le RN n'a pas pris position sur la censure, ils attendent le dernier moment pour savoir si ça sert à quelque chose. En effet, il y a certains députés du PS qui pourraient voter la censure, malgré la direction, pour maintenir leur appartenance au NFP, dont ils sont quand même assez dépendants pour leurs élections législatives. Il y a 8 députés PS qui avaient déjà voté la censure contre Bayrou après son discours de politique générale en janvier. Là, en fait, il faudrait que la moitié des députés PS votent la motion de censure, en plus du RN, de LFI, des communistes et des Verts, pour que la motion passe. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'une nouvelle censure contre Bayrou, ça aurait comme conséquence de fragiliser Macron, qui serait en grosse galère pour nommer un gouvernement. La pression, elle augmentera alors sur sa démission. Et si LFI est prêt à une hypothétique présidentielle anticipée, le PS, lui, n'a ni candidat, ni électorat, ni alliance pour mener bataille, d'où son refus de censurer. Olivier Faure, le patron du PS, il a d'ailleurs annoncé qu'il faudrait une autre candidature que celle de Mélenchon pour les prochaines présidentielles. Bon, à voir ce que va devenir le PS sans le soutien de LFI. Est-ce qu'ils vont partir seuls aux futures élections? Est-ce qu'ils vont s'allier avec les Verts? Ou partir avec Macron? Que de suspense. On passe maintenant à une autre info avec DeepSeek qui sera bientôt interdit en France et en Europe. Bon, on va répondre à cette question aujourd'hui. Et si vous connaissez pas, DeepSeek, c'est une petite start-up chinoise fondée en mai 2023 qui a sorti le 20 janvier DeepSeeker R1, une intelligence artificielle qui rivalise avec ChatGPT. Et le truc, c'est qu'elle est gratuite, open source, et en fait, elle demande beaucoup moins d'énergie et de ressources que ChatGPT. On en a parlé vendredi, ça a même provoqué une chute du cours de Nvidia à la bourse. Mais aujourd'hui, on va voir les réactions européennes et états-uniennes. Bon alors, DeepSeek a subi des cyberattaques massives, et ces cyberattaques, c'est des tentatives de piratage et des attaques des DOS. Je sais pas si je dis ça bien, bon, en gros, il y a plein de requêtes qui sont envoyées en même temps à DeepSeek pour saturer leur serveur. Et ça, tu l'as peut-être remarqué, si t'as essayé de te connecter à DeepSeek récemment, t'as peut-être vu que ça marchait pas. Bon bah, selon la startup chinoise, ces attaques, elles viennent d'adresses IP des États-Unis. Bon, on n'en sait pas plus pour l'instant, mais c'est une attaque massive, donc ça pourrait être orchestré par un État qui a beaucoup de moyens. Bon, plus officiellement, le sénateur républicain Josh Hawley a déclaré carrément vouloir interdire toute collaboration IA entre les États-Unis et la Chine. Et c'est quand même une idée qui divise aux États-Unis, parce que couper les ponts comme ça pourrait ralentir l'innovation américaine. En tout cas, la marine américaine et le gouvernement du Texas ont déjà interdit à leurs employés d'utiliser l'IA chinoise. Et l'interdiction, elle risque de s'étendre. En parallèle, selon Bloomberg, Washington enquête actuellement pour savoir si DeepSeek n'a pas mis la main sur des GPU Nvidia en passant par Singapour. Et DeepSeek est aussi accusé par OpenAI, la boîte derrière ChatGPT, d'avoir utilisé ChatGPT pour s'entraîner. D'ailleurs, DeepSeek répond parfois qu'il est ChatGPT quand on lui demande son modèle. Bon, et alors, en Europe, eh bien, l'Italie a interdit DeepSeek. L'appli et le site ne sont plus disponibles dans le pays, et il n'y a pas d'explication officielle, mais l'autorité de protection des données italienne avait déjà émis des doutes sur le respect des règlements européens par DeepSeek. Donc, la France et les autres pays de l'Union européenne pourraient suivre. Donc, si vous voulez utiliser cette IA gratuite avant qu'elle ne soit interdite, vous pouvez l'installer localement. Et ça, c'est vraiment la meilleure manière de faire pour ne pas risquer de faire fuir vos données. On vous met un lien vers une vidéo qui explique comment faire dans la description.
Bon, on peut quand même se demander ce que signifie ce succès d'une start-up chinoise. Alors oui, c'est un succès pour la Chine qui, après avoir copié les technologies des pays riches, peut passer à l'innovation, mais c'est pas tellement un succès de l'État chinois, hein. DeepSeek, c'est pas un projet dirigé et financé par l'État chinois. En fait, c'est une entreprise qui a été autofinancée par un investisseur. Et quand on s'y intéresse, on remarque même que les pratiques de travail de DeepSeek sont à l'opposé des pratiques courantes dans l'industrie technologique chinoise. D'abord, l'entreprise adopte une structure de gestion horizontale qui favorise l'autonomie et la collaboration plutôt que des hiérarchies fortes. Et elle s'éloigne de la culture du travail du 9-9-6, travailler de 9h à 21h, 6 jours par semaine, qui est quand même la norme dans l'informatique en Chine. En fait, DeepSeek favorise plutôt la culture de la recherche que celle du travail excessif et de l'obsession du profit. Et son directeur Liang Wenfeng déclarait « Nous n'avons pas de plan de financement à court terme, l'argent ça n'a jamais été un problème pour nous ». Et c'est marrant parce que ça fait quand même beaucoup penser aux propos de Sam Altman au début d'OpenAI qui disait à peu près la même chose. Bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. C'est Johan et Monteur des Coloniales qui l'ont écrite, Monteur qui a aussi fait le montage. Moi je me suis occupée de Laminia et Betsy du titre. Pensez aussi à vous abonner et moi je vous dis à demain pour une prochaine Actu Réfractaire. Ciao!